Donc, bonsoir à tous. Donc, effectivement, on va voir les actualités en immuno-onco dans le thorax. Donc, tout d'abord, dans le cancer bronchique non à petites cellules métastatiques, l'étude Checkmate 227. On arrive aux résultats actualisés à 3 ans. Donc, la Checkmate 227, c'est cette étude un peu complexe avec 6 bras différents. D'un côté, les patients PDL1 positifs, de l'autre, les patients PDL1 négatifs. Chez les patients PDL1 positifs, une randomisation entre niveau IPI, chimio ou niveau. Et côté PDL1 négatif, une randomisation entre niveau IPI, chimio et niveau plus chimio. Pour rappel, le critère de jugement principal était la survie globale chez les patients PDL1 positifs et la PFS chez les patients qui avaient une charge mutationnelle élevée. Et donc, on a maintenant les résultats donc, de survie globale donc, dans la population de patients PDL1 positifs en haut, où on voit que finalement, on confirme ce qu'on voyait jusque-là, c'est-à-dire un bénéfice à l'association niveau IPI dans cette population, avec surtout, de manière intéressante, un tiers des patients qui sont toujours vivants à 3 ans. Donc, on confirme le plateau prolongé. En bas, vous avez la population de patients PDL1 négatifs, où on trouve également 34% de patients qui sont non répondeurs, donc qui sont toujours vivants à 3 ans. Maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est que, on a toujours ce phénomène de croisement des courbes au départ. Ça veut dire qu'on a des patients qui sont traités par double immunothérapie et qui vont finalement progresser et décéder rapidement. Et donc, il y a presque une perte de chance à les exposer à la double immunothérapie par rapport à de la chimiothérapie. Donc actuellement, aux États-Unis, la FDA a approuvé l'association nivolumab et ipilimumab chez les patients PDL1 positifs, sachant que donc, les PDL1 négatifs ne faisaient pas partie du critère de jugement principal, donc ils n'ont pas donné l'autorisation pour cette sous-population-là. Il est quand même peu probable qu'en Europe et a fortiori en France, on ait accès à cette combinaison, même si les experts disent que effectivement, ça pourrait permettre une épargne de chimiothérapie. Maintenant, le design est très complexe et donc il est très peu probable qu'on ait accès à ça dans les prochaines années. Et donc, par rapport à ce phénomène de courbe qui se croise et donc de perte de bénéfices sous immunothérapie au début du traitement, il y a aussi les données à mettre en perspective de la Checkmate 9LA qui pose la question de la désescalade thérapeutique. En fait, c'est une étude qui randomisait l'association donc niveau plus IPI plus chimio, mais seulement 2 cycles. Actuellement, on fait pembrolizumab plus 4 cures de chimiothérapie et versus chimiothérapie. En fait, la question, elle est double. C'est d'une part de savoir si on ne peut pas, avec ces 2 cycles de chimiothérapie, rattraper les patients qui progressent au début et qu'on perd au niveau des courbes de survie, et puis continuer ensuite un phénomène de consolidation avec l'immunothérapie. Et l'autre question, c'est aussi de savoir est-ce qu'on ne peut pas finalement ne faire que 2 cycles et pas 4 cycles pour limiter les toxicités. Cette étude, elle montre que l'association niveau IPI plus chimio donne de bons taux de réponse qui sont supérieurs à ceux de la chimiothérapie et surtout diminue le phénomène des progresseurs et des progresseurs précoces. Et c'est ce que l'on voit ici, c'est-à-dire que les courbes ne se croisent plus. On a une bonne séparation dès le début, avec aussi un phénomène de long répondeur à la fin, puisqu'on a à peu près 40% des patients qui sont toujours vivants. Là, on est sur 2 ans. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, cette étude, elle est à prendre avec des pincettes. On a un suivi qui est uniquement de 12 mois, donc il faut quand même qu'on ait des résultats sur du plus long terme. Ensuite, une autre étude, c'est la Keynote 799. Là, on avance en fait dans la prise en charge. On passe sur les tumeurs localement avancées. Donc, elle évaluait actuellement, après les résultats de l'étude Pacifique, on a l'immunothérapie en maintenance après radiothérapie. La crainte était celle des pneumopathies immuno-induites favorisées par la radiothérapie. Et donc, la question de la Keynote 799 est de savoir si finalement, on ne peut pas avancer l'immunothérapie, voire même la faire dès la chimiothérapie néoadjuvante et la faire pendant la radiothérapie. C'est une étude qui est une étude de phase 2 qui montre des taux de réponse intéressants dans les 2 cohortes avec 67% de patients, 67% de taux de réponse et surtout pas de signal fort en faveur d'une surtoxicité au niveau pulmonaire malgré l'association de l'immunothérapie et de la radiothérapie. Pour rappel, dans Pacifique, on était autour de 10%.
Ensuite, on passe sur le carcinome bronchique à petites cellules. Donc, pour rappel, l'immunothérapie est actuellement validée en AMM suite à l'étude IMpower 133. On a l'atezolizumab et puis suite à l'étude Caspian, on a l'ATU du durvalumab. Et puis, ont été présentés les résultats d'autres études. Donc, je vais commencer par la Keynote 604 et l'EA 5161, donc, qui évaluent respectivement le pembrolizumab et le nivolumab. Globalement, le nivolumab, le A5161 montre à peu près les mêmes taux de survie, donc un signal quand même pour l'immunothérapie dans le CPC. Alors c'est sûr, ce n'est pas des résultats qui sont très impressionnants par rapport au cancer bronchique non à petites cellules, mais bon, ça reste un signal. La Keynote 604 est négative, mais parce que probablement le choix du critère de jugement n'était pas le bon. Par contre, chose intéressante, ce que l'on voit, c'est que la question qui se posait, c'était de savoir si l'ajout d'un anti-CTLA4 permettait d'augmenter encore les taux de réponse. Et finalement, on voit qu'on ne gagne pas à ajouter au durvalumab le tremelimumab. Donc pour le moment, on a soit la tezolizumab en AMM, soit la TU du durvalumab avec globalement les mêmes efficacités. Il y a eu pas mal de communication sur des tentatives de biomarqueurs dans le CPC. Les biomarqueurs dans le CPC, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup de nécrose, donc le PDL1 n'est pas forcément très fiable, la charge mutationnelle difficile à évaluer. Il y a eu pas mal de choses et il semblerait que via un screening moléculaire, on puisse peut-être dégager des signatures de réponse aux immunothérapies. Donc tout ça, c'est en cours d'investigation. Je vous laisserai aller voir ces posters qui étaient très intéressants. Et enfin, dans le mésothéliome pleural, des résultats assez prometteurs avec une étude qui évaluait le cisplatine alimta et durvalumab, où on voit qu'on a des survies globales qui sont de l'ordre de 20 mois, à mettre en perspective avec toutes les autres études dans le mésothéliome qui se sont un peu cassé les dents, et notamment avec des survies globales qui finalement n'étaient pas aussi intéressantes. Pour le moment, dans le mésothéliome, on est surtout sur du cisplat alimta avastin avec des survies globales de 18 mois. Donc c'est vrai qu'il semble que l'ajout de l'immunothérapie puisse être intéressante, c'est à mettre en perspective avec l'étude MAPS2. Donc peut-être que l'immunothérapie va aussi arriver dans le mésothéliome. Merci pour votre attention. Et je passe la main au docteur Cousin. Bonsoir à tous, merci au réseau d'avoir persisté dans l'organisation de ce post-ASCO virtuel. Donc, je vais vous parler des addictions oncogéniques dans les carcinomes bronchiques non à petites cellules. On commence d'abord sur les stades localisés. On est chez les EGFR mutés. On a une grosse étude de phase 3, l'étude ADORA, qui essayait d'évaluer l'apport d'un traitement adjuvant par osimertinib chez les patients réséqués de stade tumoral 1B à 3A. Sur le design de l'étude, on est donc sur cette grosse phase 3, plus de 680 patients, patients complètement opérés de leur tumeur de stade 1B, 2, 3A, qui pouvaient avoir reçu sur les indications standards de la chimiothérapie adjuvante, et la randomisation se faisait après. Les patients recevaient soit 3 ans d'osimertinib à la dose métastatique, 80 mg par jour, soit un placebo. Il fallait qu'ils présentent une mutation, une délétion de l'exon 19 de l'EGFR ou une L858R de l'exon 21 pour être inclus dans l'essai. Et l'objectif primaire était un objectif de survie sans maladie pour les stades plus avancés 2 et 3A. Et puis les objectifs secondaires comprenaient toute la population, ainsi que la survie globale, la safety et la qualité de vie. Il y a une levée d'aveugle sur cette étude du fait d'un fort signal d'efficacité en faveur du bras osimertinib. En ce qui concerne la population à l'étude, il n'y a pas de grande surprise. C'est une population essentiellement féminine, plutôt non fumeuse, plutôt asiatique en bon état général. Tous les stades étaient représentés à peu près à un tiers, de l'adénocarcinome majoritairement, et puis 55 à 56% de la population avait pu recevoir auparavant de la chimiothérapie adjuvante selon les standards. L'étude sur son objectif primaire est hautement positive. On a un hazard ratio à 0,17 en ce qui concerne la survie sans maladie dans les stades 2 et 3A, ce qui fait que vous réduisez de 83% le risque de récidive dans cette population. La courbe est tout aussi impressionnante si on prend la donnée de survie sans maladie sur la population globale, avec un hazard ratio à 0,21, donc vraiment des résultats assez spectaculaires sur cet objectif primaire. En ce qui concerne le bénéfice selon les sous-groupes, il existe partout. Alors les stades 1B, vous voyez, se
démarque un petit peu probablement parce que la maladie est probablement moins micro-métastatique puisque le stade est moins avancé, mais globalement, tous les sous-groupes vont tirer profit du traitement adjuvant par osimertinib. J'ai oublié de préciser que ce traitement était prévu dans l'étude pour 3 ans. C'est une donnée importante que l'on verra ensuite. Si l'on regarde la survie sans maladie en fonction du stade tumoral, plus la maladie est entre guillemets avancée, plus le stade est grand et plus le bénéfice est important, puisqu'on obtient un hazard ratio dans les stades 3A de 0,12, donc un fort bénéfice pour les stades avancés de la maladie. En ce qui concerne les données de safety, la toxicité était une toxicité de classe complètement attendue, avec essentiellement des diarrhées, de la sécheresse cutanée, des paronychies, des choses qu'on a l'habitude de gérer en métastatique, mais qui prennent un autre sens chez une personne qui se considère en traitement adjuvant, donc potentiellement en rémission, et dont la lourdeur peut être plus compliquée à gérer que sur une maladie menaçante métastatique. Et en effet, on a vu que l'exposition médiane, la durée d'exposition médiane à l'osimertinib dans cette étude était de 22,3 mois au lieu des 36 mois initialement prévus. Alors, que dire de cette étude si spectaculaire sur son objectif primaire? Est-ce qu'on va vers un changement de pratique? Il y a les pro-ADAURA, les anti-ADAURA, comme il y a les pro et les anti-RAOU. En fait, la vraie question est de savoir si on va avoir une traduction sur la survie globale. Les données n'étaient pas matures pour une présentation de cette donnée. Est-ce qu'on décale seulement la récidive de 3 ans et qu'est-ce qu'on fait sous osimertinib à 3 ans s'il y a récidive? Si la récidive est locale, les patients vont être traités localement. Si la récidive est à distance, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir un TKI, probablement l'osimertinib qui aura entre-temps peut-être reçu son remboursement en première ligne. Et donc, la question est de savoir si on guérit vraiment les patients ou si finalement on retarde l'entrée dans la maladie métastatique sur cette étude. Autre maladie, j'ai fait le choix de vous présenter en stade métastatique 2 études. L'étude Chrysalis est pour la cohorte des exons 20, donc l'émulation d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, et l'étude Destiny Lung qui s'occupe aussi, qui présente les résultats des exons 20, cette fois-ci d'HER2. Donc l'amivantamab, c'est une molécule de Janssen, c'est un anticorps bispécifique, il est et anti-EGFR et anti-MET. Et dans l'étude Chrysalis, il y a plusieurs cohortes de patients et on s'intéresse cette fois-ci aux insertions de l'exon 20 de l'EGFR. C'est un exon compliqué à traiter puisque les TKI traditionnels ne fonctionnent pas du fait de la conformation de cette mutation. C'est une mutation qui rapproche l'EGFR muté de l'EGFR sauvage. Donc les TKI qui ont été développés sur cette mutation sont plutôt un peu plus toxiques que ce qu'on attend, et notamment sur les toxicités digestives. Donc on a eu cette présentation de cet anticorps. Donc, on est sur une cohorte de 39 patients. Pareil, on n'a pas de grosses surprises, majoritairement des patients asiatiques en bon état général, de l'adénocarcinome. Tous avaient forcément la mutation d'intérêt, sinon ça n'a pas d'intérêt justement. Les patients étaient le plus souvent pré-traités, avaient reçu pour près de 75% d'entre eux une chimiothérapie à base de sel de platine, mais vous voyez que 23% avaient pu aussi recevoir un TKI anti-EGFR. Quelques patients n'étaient pas pré-traités. Alors, on n'est pas dans l'addiction oncogénique absolue, on est sur un taux de réponse objectif satisfaisant, 36%, avec, vous voyez, un waterfall plot plutôt intéressant, déclinant la taille de la maladie, avec un bénéfice d'au moins 12 semaines pour 67% des patients, donc 2/3 de la population, et une médiane de survie sans progression de 8,3 mois. Donc, une molécule, certes pas la plus impressionnante du congrès, mais dont il faudra suivre l'évolution et très probablement dans ses associations avec d'autres thérapeutiques. Le spider plot est assez intéressant puisque même si on n'a pas une vraie réponse objective de moins 30%, on voit que des patients autour de moins 20% de réponse tirent profit longtemps de la molécule avec une durée dans le temps du maintien, en tout cas de la stabilité de la maladie, de l'ordre d'1 an. Donc vraiment un signal d'efficacité intéressant à suivre. Pour ce qui est de l'étude suivante, je vous présente le TDXD, qui est aussi un anticorps conjugué. Cette fois-ci, on est sur les mutés HER2, les carcinomes bronchiques non à petites cellules métastatiques, et c'est les données de la cohorte 2 de l'étude Destiny Lung. Alors, le TDXD, c'est cet anticorps conjugué qui comporte une IgG anti-HER2 qui est ni plus ni moins que le trastuzumab, un herceptine utilisé en scénologie notamment. Vous avez ensuite un cytotoxique qui est le deruxtecan, donc un inhibiteur de topoisomérase 1. Et les deux sont liés par un lien qui est clivable. Et quand l'anticorps se fixe à HER2, il est internalisé, le lien se clive et la molécule cytotoxique exerce toute son activité.
On est donc sur les résultats de la cohorte 2, on est sur des maladies avancées. Il faut forcément que la mutation HER2 soit présente et le traitement s'administre toutes les 3 semaines. Donc c'est un traitement IV. Les patients, l'objectif primaire de l'étude était le taux de réponse objective et on est sur une cohorte de 42 patients. Vous voyez majoritairement des femmes, des malades assez avancés, avec 45% des patients qui pouvaient présenter une maladie du système nerveux central et des patients qui pouvaient avoir été pré-traités avec une médiane du nombre de lignes reçues de 2, mais vous voyez, ça pouvait aller jusqu'à 6. Ils avaient été majoritairement traités par des sets de platine et un peu plus de la moitié de la population avait reçu un anti-PD1 ou un anti-PD-L1 dans son traitement. On est là très clairement sur l'addiction oncogénique type. On a un taux de réponse objective de 62%. On a un taux de contrôle de la maladie de 90%. Et que quand les patients répondent, on n'a pas encore atteint la médiane de réponse au moment du cut-off. Et pour ce qui est de la PFS, on est à 14 mois. Donc, on est mieux qu'un TKI anti-EGFR première génération. Donc, vraiment des résultats très probants. Et vous voyez ce waterfall plot très favorable avec des maladies qui essentiellement vont réduire sous traitement et atteindre pour la majorité d'entre elles la réponse objective et de manière également intéressante, une réponse qui va pouvoir perdurer dans le temps, ce qui permet quand même de se retourner, en tout cas un bon contrôle de la maladie dans le temps. Au niveau des toxicités, on est clairement sur un cytotoxique, même s'il est ciblé puisqu'il passe par un ciblage d'HER2. Votre molécule va donner des toxicités hématologiques qui peuvent être de grade 3 ou plus, des toxicités digestives. Quelques patients avaient présenté des pneumopathies interstitielles. La question s'est posée de savoir si ça n'avait pas été un peu favorisé par une ligne d'immunothérapie antérieure. Mais en tout cas, des toxicités manageables. Et très clairement, ce TDXD fait vraiment mieux que tout ce qui a été présenté sur cette mutation HER2, que ce soit en TKE ou en anticorps conjugués. On est sur le meilleur taux de réponse. On est sur la meilleure médiane de survie sans progression. La seule tristesse qu'on peut avoir, c'est que sur les 45% de patients qui avaient des métastases cérébrales, on n'a eu aucune donnée sur ces taux de réponse. Sur un anticorps monoclonal, on peut quand même se poser quelques questions d'une éventuelle efficacité. Donc, c'est vraiment des données qu'il faudra suivre. Et ensuite, parce que le temps est limité, j'ai essayé de vous faire une petite sélection en vrac de ce qu'il faut retenir, notamment sur les mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR. On a eu cette belle étude de l'osimertinib double dose avec un taux de réponse de l'ordre de 24%, un taux de contrôle de maladie chez les patients de 82% et une médiane de survie sans progression à 9 mois. Donc, en l'absence d'essai thérapeutique, compte tenu de ces données, ce sont des cas qui peuvent se discuter au cas par cas en RCP. En ce qui concerne l'étude NEJ026, c'était cette belle étude qui comparait en première ligne chez les EGFR mutés l'erlotinib seul versus l'erlotinib plus l'Avastin. Alors, il y avait un grand bénéfice en survie sans progression en faveur du bras de l'association, mais avec cette lourdeur de venir faire des injections en hôpital de jour. Et ont été présentées les données de survie globale qui ne démontrent absolument aucun bénéfice au bevacizumab comparé à l'erlotinib seul dans cette population. Le capmatinib, cet anti-MET qui vient d'être approuvé aux États-Unis par la FDA dans le traitement des mutations de l'exon 14, les mutations des sites d'épissage dans le carcinome bronchique non à petites cellules comme le tepotinib. On a eu cette fois-ci les présentations des résultats sur les amplifications de MET chez des patients pré-traités ou naïfs de traitement. Et on est sur des taux de réponse qui vont pour les pré-traités de 29% jusqu'à 40% pour les naïfs de traitement. Des taux de contrôle de la maladie satisfaisants, de l'ordre de 66 à 71%, une durée médiane de réponse kiff-kiff. Ça fait un petit peu moins bien que lors des mutations de l'exon 14, puisqu'on était sur des taux de réponse de 41% chez les pré-traités, 68% chez les non pré-traités pour le capmatinib. Mais toutefois, un signal intéressant, il est clairement démontré que MET fait partie des anomalies, des addictions oncogéniques à rechercher pour correctement prendre en charge les carcinomes bronchiques non à petites cellules de stade avancé. Et dernière chose que je voulais souligner, pareil, le savolitinib, on est sur un TKI anti-MET également. Résultat chez les carcinomes sarcomatoïdes qui présentent souvent des mutations de site d'épissage de l'exon 14 de MET et aussi les autres carcinomes bronchiques de la petite cellule avec des taux de réponse qui avoisinent le tepotinib de l'ordre de 43% avec un taux de contrôle de la maladie intéressant, une PFS médiane autour de 7 mois. Donc on est voilà, clairement, les anomalies de MET sont des addictions oncogéniques et qu'il faut tenter de cibler, et donc des molécules à suivre dans le futur.